C'était un mercredi matin, comme tant d'autres dans cet hôpital animé du centre-ville. Des médecins couraient dans tous les sens, les infirmières se relayaient lors des gardes, et les patients attendaient, les yeux fatigués, dans des couloirs bondés. Rien en ce début de journée n'avait préparé l'équipe à ce qui allait se passer. Vers 10h17, les portes de l'urgence s'ouvrirent violemment. Un homme, visiblement désespéré, entra en courant, portant dans ses bras une petite fille, fragile, au visage abattu et les yeux clos. Le détail qui figea l'accueil pendant quelques secondes fut le volume évident de son abdomen. La fillette semblait enceinte, et à un stade avancé. Le choc fut immédiat. Les infirmières échangèrent des regards inquiets. L'un des agents de sécurité s'approchait déjà, la main sur la radio. Et l'homme, complètement essoufflé, ne faisait qu'implorer de l'aide. Pablo avait 37 ans, et son expression à cet instant ne laissait aucune place à la malice ou à la froideur. C'était de la pure terreur. La petite qu'il tenait dans ses bras, Maya, semblait n'avoir pas plus de 9 ans. Mais le gonflement de son ventre disait autre chose. Il ne fallut que quelques minutes pour que les suppositions prennent forme dans les regards. C'est un abus. Est-ce lui le père? Appelez immédiatement la police. L'indignation grandissait comme un feu de paille. Personne ne l'écoutait. Pablo essayait d'expliquer, tentait d'articuler des mots entre le désespoir et la peur. Mais sa voix était engloutie par le brouhaha croissant et les regards accusateurs. Lorsque les policiers arrivèrent, il était déjà encerclé, immobilisé au sol, et Maya était emmenée en hâte vers le bloc opératoire. À cet instant, tous avaient condamné Pablo, et il savait qu'aucun mot n'aurait d'effet tant que la vérité ne serait pas révélée. Dans le bloc opératoire, l'atmosphère était également tendue. L'équipe médicale tentait de rester objective face à ce qu'elle considérait comme un cas absurde. Son prénom, Maya, sonnait encore plus enfantin, et le contraste entre son apparence fragile et son abdomen distendu rendait tout le monde nerveux. Lorsque le docteur Guadalupe, obstétricien expérimenté avec plus de 2 décennies de carrière, examina les premiers tests et les signes vitaux, il remarqua quelque chose d'étrange. Les battements cardiaques fœtaux étaient accélérés, et Maya présentait des signes d'extrême épuisement. Mais ce qui attira vraiment son attention fut la structure interne du corps de la jeune fille. De l'extérieur, il était impossible de nier, elle ressemblait à une enfant. Mais à l'intérieur, ses organes reproducteurs étaient complètement développés. L'utérus était celui d'une femme adulte. Les analyses de sang confirmaient des niveaux hormonaux compatibles avec l'âge de la fertilité. Le médecin interrompit l'équipe un instant, demanda le silence, et fixa son dossier médical, stupéfait. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Ce n'était pas quelque chose que l'on voyait tous les jours. En réalité, il n'avait jamais vu rien de semblable. Sans perdre de temps en théorie, il décida d'agir. La situation était critique. Maya était en travail prématuré et nécessitait une césarienne immédiate. Tout retard pourrait coûter 2 vies. Pendant ce temps, Pablo était conduit au poste de police, les mains menottées et la tête basse, sous les cris de quelques personnes à l'entrée de l'hôpital. Les infirmières elles-mêmes, secouées par ce qu'elles présumaient être un crime abominable, détournèrent le regard ou murmuraient des mots durs. Dans le véhicule de police, Pablo tremblait, pas de colère, mais d'impuissance. Il revivait en boucle le moment où Maya s'était évanouie à la maison, les cris de douleur, la course jusqu'à l'hôpital. Tout avait été si rapide. Mais maintenant, les conséquences se déployaient brutalement. Dans la salle d'interrogatoire, il fut accueilli avec méfiance. Le commissaire était direct, presque froid. « Qui est cette fille? Comment est-elle tombée enceinte? Pourquoi l'as-tu amenée ici toute seule ?» Pablo déglutit. À chaque tentative de réponse, il semblait s'enfoncer davantage. Les questions tombaient comme des balles, et il savait que la vérité, si réelle fût-elle, paraîtrait absurde. « Ce n'est pas une enfant, » répétait-il. « Elle a 27 ans. C'est mon amie, ma professeure d'anglais. Elle souffre d'une maladie appelée hypopituitarisme. » Mais les yeux des enquêteurs ne cachaient aucun scepticisme. Pour eux, cela ressemblait davantage à une excuse préparée par quelqu'un essayant d'échapper à une accusation terrible. Dans la salle d'opération, la tension était presque palpable. L'anesthésie fut appliquée avec soin, et Maya, même inconsciente, dégageait une fragilité qui touchait les professionnels. Le docteur Guadalupe guida son équipe avec fermeté, mais il était impossible d'ignorer l'impact de ce qu'ils étaient en train de voir.
Lorsque le scalpel déchira la fine peau de son abdomen, le silence s'empara de la salle. La césarienne fut rapide et efficace, mais tous retinrent leur souffle en voyant le bébé naître, pleurant fort, en parfaite santé. Un garçon. Un cri qui contrastait avec le corps minuscule et presque irréel de la jeune mère. Le médecin le remit à l'infirmière et se tourna vers l'intérieur de l'utérus de Maya, analysant chaque détail avec une mixture de perplexité et de fascination. Cela ne pouvait être qu'une erreur de développement. C'était quelque chose de plus profond, de plus rare. Il avait déjà entendu parler de cas sévères d'hypopituitarisme, mais jamais il n'avait été témoin d'une telle ampleur. Dès que la procédure fut terminée, il ordonna une série d'examens génétiques et hormonaux. Non par doute, mais par nécessité de comprendre. Cette fille n'était pas une victime ordinaire, et peut-être même pas une enfant. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, au central de police, un avocat nommé Sergio Delgado recevait un appel urgent d'un collègue de l'hôpital. C'était un vieil ami de Pablo, qui, en entendant l'histoire, ne put l'ignorer. En quelques minutes, Sergio était en route vers le poste. Il connaissait Pablo depuis l'époque du lycée, connaissait son caractère, et aussi choquante que fût l'accusation, quelque chose clochait. À son arrivée, il trouva son ami assis en silence, les yeux rouges, les mains tremblantes. Il demanda à le voir immédiatement. Les policiers, réticents, autorisèrent. Dans la salle, Pablo s'effondra. Il raconta tout. Comment il avait rencontré Maya dans une école de langue. Comment il s'était approché. Comment, avec le temps, l'affection avait évolué en un véritable amour. Il expliqua la rare condition de Maya, la souffrance qu'elle endurait d'être constamment traitée comme une enfant, la difficulté d'être prise au sérieux dans n'importe quel environnement, les regards, les jugements, la solitude. Sergio, attentif, écoutait chaque détail. « Tu peux le prouver ?» demanda-t-il. Pablo. « À qui est ça ? Elle a des certificats médicaux. Elle me les a montrés une fois. Ils sont dans son appartement. L'avocat savait ce qu'il devait faire. La bataille pour la vérité ne faisait que commencer. À l'hôpital, Maya commençait à se réveiller de l'anesthésie. Encore somnolente, les yeux à moitié fermés et la voix faible, la première chose qu'elle demanda fut des nouvelles du bébé. L'infirmière, émue, répondit qu'il allait bien, qu'il était fort et en observation dans le service de néonatologie. Maya essaya de sourire, mais les larmes vinrent en premier. C'était un sanglot silencieux, de soulagement, de douleur accumulée, et d'une peur qu'elle portait depuis des mois. Lorsque le docteur Guadalupe entra dans la chambre, il ne savait pas exactement comment aborder la conversation. Même s'il était un professionnel expérimenté, il se retrouvait face à une situation qui transcendait les limites de la médecine ordinaire. Il s'assit à côté d'elle, lui demanda son nom complet, son âge, puis écouta Maya lui répondre elle-même une phrase qui allait tout changer. « J'ai 27 ans, docteur. Je suis né avec un hypopituitarisme. Je sais que je ressemble à une enfant, mais mon corps ne s'est pas développé extérieurement. » Le médecin, encore sous le choc, demanda la permission de confirmer ces informations par des examens complémentaires. Maya acquiesça, déjà habituée à l'incrédulité que provoquait sa condition. Elle était épuisée, mais déterminée. Elle savait que Pablo était accusé, à tort, et que, encore une fois, son apparence détruisait des vies, pas seulement la sienne, mais aussi celle de quelqu'un qui l'aimait vraiment. Sergio, de son côté, courait contre la montre. Avec une autorisation provisoire et accompagné d'un officier, il se rendit à l'appartement de Maya pour récupérer les documents médicaux que Pablo avait mentionnés. Ils fouillèrent tiroirs et dossiers, jusqu'à ce qu'ils trouvent une boîte en plastique transparente contenant d'anciens examens, des rapports cliniques et des certificats signés par des endocrinologues renommés. Tout y confirmait le diagnostic d'un hypopituitarisme sévère depuis l'enfance. Il y avait des ordonnances pour une hormonothérapie, des attestations de consultation, jusqu'à une lettre de l'université où Maya enseignait l'anglais aux étrangers, une preuve supplémentaire que, malgré son apparence, sa vie adulte existait et était active. Avec les documents en main, ils retournèrent au poste et, après des heures d'attente, parvinrent enfin à faire écouter Pablo par le commissaire avec plus d'attention. La situation commençait à changer, quoique lentement. La presse, déjà entassée devant le poste avec des manchettes sensationnalistes, n'imaginait pas qu'un monstre, menotté, pourrait en réalité être un homme ayant tout risqué pour sauver la femme qu'il aimait. Mais il manquait encore le mot le plus important, celui de Maya elle-même. Et elle, désormais consciente et lucide, exigeait d'être entendue par les
Autorité. Accompagnée d'une assistante sociale et avec l'accord du docteur Guadalupe, Maya fut autorisée à déposer sa déposition par visioconférence directement depuis l'hôpital. Malgré sa faiblesse, elle tenait à tout clarifier avec la plus grande lucidité. Devant un écran, la voix encore tremblante, elle expliqua sa condition avec une clarté qui surprit même les enquêteurs. Elle détailla son diagnostic, décrivit les symptômes et les conséquences de l'hypopituitarisme dans sa vie. La croissance, physique interrompue, l'apparence enfantine, la méfiance constante. Elle raconta comment, à 27 ans, on l'appelait encore « la petite » dans les magasins, qu'on lui refusait l'accès au bar et qu'on la prenait pour une enfant par des inconnus. Plus qu'une maladie rare, c'était une condamnation à l'invisibilité adulte. Puis, elle parla de Pablo. Elle dit qu'il la respectait comme peu de gens le faisaient, qu'il ne l'avait jamais traitée comme une aberration ou une personne inférieure. Elle expliqua qu'il était resté à ses côtés lorsque le père de son bébé, un homme de 32 ans, l'avait quitté par honte des regards des autres. Il m'a abandonné parce qu'il ne supportait pas les regards. Pablo est resté parce qu'il m'a vu au-delà des apparences. De l'autre côté de l'écran, le commissaire gardait le regard fixe, sans interrompre. C'était la première fois, dans cette affaire, que quelque chose prenait enfin sens. La déclaration de Maya fut un tournant décisif. En quelques heures, l'équipe juridique de Sergio présenta les certificats médicaux, la déclaration officielle de l'université et l'enregistrement de la visioconférence au ministère public. La procureure de garde, visiblement émue, demanda la libération immédiate de Pablo, avec la recommandation d'enquêter sur une possible négligence dans la prise en charge initiale du dossier. En sortant de la cellule, Pablo était épuisé. Il n'y avait plus de fureur ni de révolte. Seulement le silence de celui qui a été jugé et condamné sans avoir eu l'occasion de s'expliquer. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, il fut accueilli par des infirmières honteuses, et le docteur Guadalupe lui-même l'attendait à l'entrée de la chambre. Maya, en le voyant, tenta de se lever, mais il s'approcha rapidement, s'agenouilla près du lit et lui serra la main avec force. Les deux pleurèrent. C'était un sanglot contenu, sans mots. À ce moment-là, aucune explication n'était nécessaire. Ils savaient ce qu'ils avaient traversé et ce qu'ils allaient encore affronter. Mais ils étaient ensemble. Pour la première fois depuis des jours, il y avait de la place pour quelque chose d'autre que la peur. Il y avait du soulagement. Et il y avait de l'amour, même s'il n'était pas encore prononcé à voix haute. Les jours qui suivirent, l'hôpital se transforma en un décor de transition délicate entre le traumatisme et la reconstruction. Maya restait en observation, tant pour sa convalescence post-opératoire que pour son état émotionnel fragilisé. Midefu Satya, psychologues commencèrent à lui rendre visite régulièrement, mais c'était Pablo qui faisait la réelle différence. Il venait chaque matin, apporter des livres, des fruits, des nouvelles du monde extérieur et, surtout, il était présent, quelque chose que Maya n'avait jamais vraiment connu. Le bébé, encore en incubateur par précaution, se développait bien, et le lien entre les trois commençait à prendre la forme d'une famille, même si de manière informelle. Le plus surprenant fut le comportement de l'hôpital. Les infirmières qui détournaient autrefois le regard commencèrent à traiter Maya avec respect, en l'appelant par son nom complet. Le docteur Guadalupe, initialement sceptique, faisait désormais des visites prolongées, fasciné par la force de cette jeune femme qui défiait tout ce qu'il croyait savoir sur le corps, l'esprit et l'amour. Peu à peu, ce qui avait commencé par l'horreur et le préjugé se transformait en admiration. Même la presse, après la diffusion du certificat médical et la déclaration de Maya, changea de ton. Ce qui était autrefois un scandale devint un cas rare de dépassement humain. Mais pour Pablo et Maya, l'essentiel était quelque chose de plus intime. Être enfin vus tels qu'ils étaient réellement. Le dernier matin avant la sortie de l'hôpital, Pablo apparut avec quelque chose de différent dans le regard. Il était plus calme, mais aussi visiblement nerveux. Il s'assit à côté de Maya et resta quelques secondes en silence, la regardant ainsi que le bébé, qui dormait paisiblement dans ses bras. « Je sais qu'il reste encore beaucoup à affronter », dit-il d'une voix basse, presque en murmure. « Mais j'ai besoin de te dire quelque chose avant que nous partions. » Maya le regarda attentivement, sans interrompre. Pablo prit une profonde inspiration. « Je t'aime. Ce n'est pas par compassion. Ce n'est pas parce que tu as souffert. C'est parce que, depuis le premier jour, j'ai vu en toi la femme la plus intelligente, courageuse et douce que j'ai jamais connue. Et si tu me le permets, je veux prendre soin de toi et de ce petit avec tout ce que j'ai. »
Maya ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de lui serrer la main, fermement. C'était un geste petit, mais pour eux deux, il portait le poids de tout ce qu'ils avaient en vécu. Là, dans cette chambre d'hôpital, quelque chose de nouveau commença. Pas une histoire parfaite, mais une histoire possible, réelle et profondément humaine. Lorsque Maya quitta enfin l'hôpital, c'était par un fin d'après-midi nuageux et, malgré tout, le monde extérieur semblait plus léger. Elle portait une robe ample, discrète, et le bébé était enveloppé dans une couverture bleu clair que l'une des infirmières avait tricotée à la main. Pablo tenait le sac contenant les affaires et marchait à ses côtés comme un garde du corps émotionnel, quelqu'un qui, malgré avoir affronté le jugement le plus cruel possible, restait ferme par amour. À la porte principale, un petit groupe de journalistes attendait, mais l'approche fut respectueuse. Une journaliste s'approcha prudemment et demanda si Maya souhaitait adresser un message. Elle hésita un instant, puis hocha la tête. « Ne jugez pas d'après ce que vous voyez. Demandez. Écoutez. J'ai failli tout perdre à cause du regard des autres. Et lui, il a failli être détruit en essayant de me sauver. » Ce fut tout ce qu'elle dit. Pablo la conduisit jusqu'à la voiture avec douceur, pendant le trajet jusqu'au nouvel appartement. Petit, simple, mais plein de signification. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Ce n'était pas nécessaire. Tous deux savaient que ce silence était fait de reconstruction. Et aussi effrayant que soit le fait de recommencer, ils étaient ensemble. Et cela suffisait, du moins pour l'instant. Les mois suivants furent faits d'adaptation et d'apprentissage. Maya, désormais officiellement reconnue comme mère et adulte, en toutes instances légales, affrontait le défi quotidien de s'occuper d'un nouveau-né avec un corps fragile mais doté d'une force surprenante. Les difficultés étaient nombreuses. Allaiter nécessitait des positions spéciales. La fatigue se doublait, et la méfiance sociale persistait encore dans les regards dans la rue, lors des consultations médicales, voire dans les files d'attente à la pharmacie. Mais maintenant, elle n'était plus seule. Pablo partageait chaque tâche, changeait les couches, préparait des biberons pendant la nuit et organisait le temps pour que Maya puisse se reposer. Peu à peu, ils trouvèrent une routine, simple mais pleine de dignité. Maya reprit également, à distance, quelques cours particuliers d'anglais en ligne. Et, à sa grande surprise, elle fut sollicitée par des femmes de divers horizons, qui présentaient des conditions hormonales similaires et se sentaient invisibles dans le monde. Son histoire avait gagné en répercussions et servait désormais de passerelle pour d'autres voix qui, jusqu'alors, n'avaient jamais été entendues. Entre tétés et cours, entre larmes et rires, elle et Pablo construisaient une nouvelle narration, sans héroïsme, sans perfection, mais avec beaucoup de vérité. Avec le temps, le fils de Maya et Pablo commença à grandir, en bonne santé et curieux, avec de grands yeux attentifs comme ceux de sa mère. Ils le nommèrent Gabriel, non par hasard, c'était le nom d'un messager, quelqu'un qui venait pour tout changer. Et c'est exactement ce qu'il fit. Avec Gabriel dans les bras, Maya et Pablo commencèrent à fréquenter des rencontres de familles atypiques, des événements destinés aux personnes atteintes de maladies rares, et furent invités à participer à un documentaire sur l'inclusion et le jugement social. Au début, Maya hésita. Elle n'aimait pas l'idée de se dévoiler à nouveau. Mais après réflexion, elle accepta. Elle déclara que si son histoire pouvait éviter à quelqu'un d'autre de vivre ce qu'elle avait vécu, cela en vaudrait la peine. Dans le documentaire, il n'y eut ni scénario ni maquillage. Ce fut la réalité brute et honnête de celle qui avait vécu au bord de l'exclusion et, malgré tout, avait trouvé le chemin de l'affection. La réaction du public fut surprenante. Des lettres, des messages et des courriels arrivèrent de toutes parts, y compris de médecins qui n'avaient jamais vu un cas comme le sien, remerciant de montrer une réalité que beaucoup ignoraient encore. Maya, sans le vouloir, était devenue une référence, et cela la transforma à nouveau. Malgré l'exposition et la reconnaissance, le quotidien de Maya et Pablo resta discret. Ils évitaient les apparitions publiques, protégèrent Gabriel de la curiosité des autres et préféraient mener une vie simple, entre livres, jouets et dîners faits maison. Mais un changement silencieux était en cours. Pablo, qui avait longtemps vécu dans l'ombre de sa propre sensibilité, se mit à écrire. Il commença par des notes personnelles, puis de petits essais, jusqu'à ce qu'il décide de publier un article sur le jugement hâtif et les risques de justice par l'apparence. Le texte devint viral. En peu de temps, il fut invité à parler dans des universités et des séminaires,
non pas en tant que victime, mais en tant que personne ayant vécu l'expérience du danger de condamner trop vite. Il tenait toujours à dire « Je ne suis pas un héros, je n'ai fait que ne pas tourner le dos ». Cette phrase, répétée dans tant de conférences, devint une sorte de devise. Maya, de son côté, poursuivait sa routine avec Gabriel et ses cours en ligne. Le soir, quand son fils dormait, elle lisait les textes de Pablo et l'aidait à les réviser. Jamais il n'aurait imaginé que la douleur de ce jour à l'hôpital, les préjugés, l'humiliation, la peur, serait le point de départ d'une vie construite avec du sens, de l'affection et du courage. Des années plus tard, par un après-midi d'été, Maya se promenait avec Gabriel sur la place près de chez eux. Il avait déjà 8 ans, curieux et plein de questions. Il demandait pourquoi certaines personnes regardaient encore. Autant sa mère, pourquoi elle était différente. Maya s'arrêta, s'agenouilla et répondit avec la même honnêteté qui avait toujours guidé sa vie. Parce qu'ils n'ont pas encore appris à bien regarder. Gabriel sourit, ne comprenant pas tout, mais ayant confiance. Au loin, Pablo les observait, assis sur un banc, un livre à la main, et pensait à tout ce qui avait changé depuis ce jour à l'hôpital. Rien de tout cela n'avait été facile. La douleur persistait parfois, comme un écho lointain. Mais ce qui demeurait, c'était la certitude qu'ils avaient résisté, qu'ils ne s'étaient pas inclinés devant la haine, ni devant l'ignorance. La place était pleine, mais leur monde semblait en paix. Tandis que le soleil se couchait, l'ombre des arbres couvrait le sol avec délicatesse, et Maya s'assit aux côtés de Pablo, main dans la main avec leur fils au milieu. Ils n'avaient pas besoin d'un public, ni de reconnaissance. Ils savaient l'un l'autre. Ils avaient une histoire que personne ne pourrait effacer. Et c'était tout. Aujourd'hui, l'histoire de Maya et Pablo continue d'être racontée non pas comme un conte de fées, mais comme le témoignage vivant de tout ce que l'amour peut supporter et transformer. Le cas médical rare est devenu une référence dans les congrès, mais c'est l'histoire humaine qui est restée gravée dans les mémoires. À l'école de Gabriel, les professeurs le traitent avec respect et admiration. Dans le voisinage, Maya n'est plus vue comme la femme qui ressemble à une enfant, mais comme une mère, une éducatrice et un exemple. Et Pablo, auparavant étiqueté comme criminel, est aujourd'hui reconnu comme celui qui n'a jamais cessé de dire la vérité, même lorsque tous lui avaient ordonné de se taire. Ce qui s'était passé à l'hôpital fut plus qu'un épisode traumatique. Ce fut le tournant décisif d'un changement. Un de ces moments où le monde entier semble s'écrouler, mais où, au lieu d'une fin, se révèle un commencement. Ce jour-là, des vies furent presque détruites par les préjugés, mais furent reconstruites avec dignité. Et c'est pourquoi, chaque fois que Maya et Pablo se regardent, ils savent que tout a changé à cet instant. Parce qu'aimer quelqu'un vraiment, c'est parfois avoir le courage de rester, même quand le monde entier ordonne de fuir.